Bonjour à toutes les mères, les femmes, les working girls parfaites. Je m'appelle Céline, j'ai 2 enfants, un mari et je suis 100% solidaire du programme lancé par Laurie. Au passage, je fais un petit coucou aux papas qui sont là et qui, à mon humble avis, sont les meilleurs supporters de leurs femmes sur le sujet. Ceci étant dit, pour moi, la première question qui m'est venue quand on a échangé du sujet avec Laurie, c'est: qu'est-ce que l'ennemi d'une mère imparfaite? Parce que finalement, à première vue, on pourrait imaginer que c'est l'influence de l'environnement. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est toutes ces pédagogies alternatives qui émergent? Est-ce que c'est la pression sociale qui peut aller des conseils du collègue de boulot, de la famille, de l'expérience des amis qui sont déjà rodés? Et comme je suis moi-même très connectée au sujet, j'ai réfléchi et je me suis rendue à l'évidence que c'est moi, c'est moi mon propre ennemi. Oui, je trouve que cette notion d'imperfection, elle mérite d'être assumée. Sans quoi la course serait perdue d'avance s'il n'y avait pas d'issue. Aucune issue, pas de solution. Alors bien sûr, j'imagine que ce serait vraiment sympa que ce programme devienne une injonction. Et ça, je dis ok, mais seulement si, et vraiment à cette condition, si ça vous aide à aller à la rencontre de vous-même, à accepter votre part d'ombre. Et pour ça, j'ai choisi de commencer très fort pour vous aider à déculpabiliser. La bonne mère, pour moi, elle est aussi rare qu'un Mozart. C'est un génie, la mère parfaite, c'est un génie. Alors, vous aurez peut-être reconnu les mots d'Elisabeth Badinter dans ce reportage dont le titre intéresse notre sujet, le mythe de la bonne mère. Voilà un ton inspirant qui devrait en faire déculpabiliser plus d'une. Et c'est tout l'objet du challenge, se délester de ses peurs et comprendre ses fonctionnements. Alors, tout ça pourquoi, allez-vous me dire? Déjà, pour pas se perdre soi-même en route. Aujourd'hui, c'est ce qui me tient à cœur avec mes 2 casquettes. La première casquette, c'est celle de maman, où je peux témoigner avec toutes mes imperfections. Même si j'ai de plus en plus conscience de mes propres besoins et que j'entraperçois assez régulièrement ma place de mère, ma place de femme, c'est pas toujours au quotidien évident. J'alterne régulièrement les périodes de mère en mode pilote automatique et les moments de pur partage. C'est un petit peu comme si j'étais une funambule. Les moments de plaisir, ils sont souvent programmés, alors que finalement, ils devraient pouvoir faire partie de mon quotidien, non? C'est comme si c'était mon cerveau reptilien qui, à un moment, m'impose des sorties de route, presque en mode survie. Et pour ça, je voudrais faire un petit clin d'œil à mes 2 copines, Adélaïde et Anaïs. Moi, la mère parfaitement imparfaite, de répondre à mes filles: attends, je suis occupée parce qu'elles voulaient jouer avec moi, mais au fond, je regarde mon portable ou une série. J'ai l'impression d'être un perroquet parce que je répète toujours les mêmes consignes. Acheter la paix en leur donnant ce qu'elles veulent. C'est mettre mes enfants devant la télé pour que je puisse avoir un petit peu de paix. Alors on entend ce soupçon de culpabilité et c'est là où je sors ma 2e casquette qui me permet de prendre un peu de recul, celle de l'accompagnement des familles. On peut avoir l'image du coaching parental en mode super nanny et pourquoi pas hein, si c'est ce que vous avez besoin, mais en ce qui me concerne, c'est plutôt Mary Poppins. Alors j'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous visualisiez la scène où Mary Poppins sort de son sac immense, puis un par un, tout un tas d'accessoires utiles, drôles, originaux et avant tout sur mesure. Alors, je vous remercie de vous laisser porter et de me faire confiance. S'il y a une chose très importante pour moi à retenir déjà, c'est accepter
que devenir parent, c'est comme un tsunami qui rentre dans vos vies, avec un effet en plus systémique sur les frères et sœurs, les amis, les grands-parents, la famille. Il y avait déjà plusieurs facteurs. D'abord, l'histoire personnelle du père, de la mère. Ensuite, il y a l'histoire du couple et deux histoires, deux éducations qui peuvent aussi se télescoper. Donc, ça fait une source potentielle de conflit en plus. Et ensuite, il y a le besoin, en devenant parent, que chaque être trouve sa place en gardant sa singularité. Et oui, parce que finalement, merci les bouquins avec les super conseils pratiques, les petits pots maison, les couches lavables, les cododos, les faire la sieste en même temps que le bébé. Tout ça, c'est pas toujours très réaliste. Mais s'il vous plaît, il est où le vrai mode d'emploi? Moi, je l'ai cherché. C'est un guide de la préparation mentale qu'il nous faut. Alors franchement, le fameux «c'est que du bonheur», pour moi, c'est une belle phrase, mais qui n'a pas beaucoup de sens. Et ensuite, j'aimerais insister aussi sur le principe très important de la balance, donc on appelle en mots savants psychologie l'homéostasie. L'idée, c'est de maintenir l'équilibre des besoins et leur satisfaction. D'un côté, on a les ressources des parents et de l'autre côté, on a le stress du quotidien. On a la famille, on a le travail, on a toute cette charge mentale. Et si les besoins ne sont pas satisfaits, survient un déséquilibre. Alors l'idée, c'est que peut-être un regard extérieur permettrait de vous aider aussi à retrouver ce nouveau souffle, à prendre conscience des dysfonctionnements avec une personne neutre et bienveillante. C'est pas toujours facile ni possible de réussir à le faire tout seul. Tout dépend si on a le discernement nécessaire et la disponibilité et aussi l'énergie pour le faire. Voilà, ça c'était le premier point. Et le deuxième point, très important pour moi, c'est que derrière ce programme Mère parfaitement imparfaite, moi j'entends aussi un peu une réalité plus sombre en filigrane. Pour ma part, ça m'a fait penser à la série Desperate Housewives qui m'a toujours fait beaucoup rire parce que finalement, malgré toutes les difficultés, toutes les mamans sont assez solidaires, elles essayent de se soutenir. Et je trouve que ben, cette belle vitrine, elle existe aussi dans la réalité, mais on n'a pas toujours des gens sur qui on peut compter et avec qui on peut aussi dire les choses en acceptant qui on est, en acceptant de notre vulnérabilité. Et c'est important de savoir que l'épuisement ou le burn-out parental peut s'installer de manière très insidieuse. Alors, quoi qu'il arrive, surtout, vous savez qu'il y a de la solidarité. Vous pouvez compter sur les professionnels, sur les groupes de parents aussi, sur les associations, les lieux d'écoute. Donc, c'était un peu le message aussi, c'est ne restez pas seul parce que vous ne l'êtes pas. Petit clin d'œil humoristique pour rejoindre notre thématique de mère parfaitement imparfaite, autant dans les photos que dans les mots. Je me demande comment c'est possible de cultiver son imperfection ou tout au moins de l'accepter dans une telle société. D'un côté, on voudrait être la super mère ou maman au foyer qui fait les pitchs maison et qui va chercher ses enfants à 16h30. Ensuite, on aimerait s'assumer à 100% financièrement, être the working girl avec des challenges épanouissants, faire un petit tour à la salle des sports, et puis voir ses copines au resto, être une amante, une artiste. Mais comment est-ce possible tout ça? Alors je vous propose d'écouter le témoignage de Linda, qui est une maman parfaitement assumée. Se choisit pour pouvoir être une mère du quotidien et pas être une mère exceptionnelle quelques fois par an. On est toujours dans des standards de perfection, d'être la maman qui est tout le temps au taquet, à faire des gâteaux pour l'école, à faire les sorties, à les emmener au musée pour augmenter leur degré de curiosité. Donc moi, j'ai fait le choix de privilégier ma charge mentale pour pouvoir
faire du mieux dans tous les postes. C'est peut-être pas parfait, en tout cas, c'est ce qui me convient. J'adore cette vague de liberté. Je vous présente la chambre de l'enfant parfait et la chambre de l'enfant parfaitement imparfait. Je ne sais pas ce que vous retrouvez le plus chez vous. En tout cas, moi perso, celle de gauche, c'est plutôt avant que les copains, la famille arrivent. Et celle du haut, ben, c'est plutôt à la fin de la soirée. J'aime bien la petite citation qui va avec et qui peut aussi faire déculpabiliser. Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, alors que penser de celle d'un bureau vide? Je voulais aussi vous dire que vous êtes acteur du changement et c'est très important d'intégrer que le travail d'introspection, c'est vous qui le faites. C'est pas le boulot du copain, du mari, de vos amis, ni de votre nounou, des enseignants et a fortiori, ni celui de vos enfants. Alors, peut-être que ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce que vous allez lire, ce sera pour vous des banalités. Peut-être que vous allez faire des vraies découvertes et que je vais vous apprendre des choses qui pourront tout changer. Et j'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à l'instar d'un sport ou d'un instrument, tout s'apprend par la répétition. Donc, ne restez pas tout seul, ne restez pas toute seule. Si vous avez des questions, je serai là. J'aimerais vous proposer des outils d'auto-coaching, en commençant par votre socle, vos valeurs. Identifier ses valeurs personnelles, ça permet de trouver du sens dans sa vie. Ces valeurs, elles guident vos actions. Elles sont comme des principes de vie. Soit elles sont héritées de notre éducation, ou alors elles sont liées à notre histoire, à notre culture, ou tout simplement à une philosophie de vie. En tout cas, elles sont au cœur du sens que l'on donne à notre vie. Et je vous ai mis la version parentalité. Euh, la question, c'est peut-être de se faire un petit avant-après. Pourquoi vous avez voulu être parent? Qu'est-ce qui était important pour vous à l'époque? Et qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Alors peut-être que certains vont l'aborder comme un jeu, peut-être que d'autres auront besoin de prendre des notes. En tout cas, avoir un temps de qualité dans sa tornade du quotidien pour faire ce cheminement, c'est très important. Parce que déjà, qu'est-ce qui va vous permettre d'identifier vos valeurs? Eh bien, tout simplement, ce sont vos émotions. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous parle avec intensité? Allez chercher au plus profond de vous. À travers cet exercice, c'est aussi se rendre compte que c'est important de faire le deuil du parent que nous rêvions d'être. On a assez de pression de manière générale dans la vie et cet idéal, il est entretenu par ou pour tout un tas de raisons. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour les autres que je souhaite atteindre cet idéal? Est-ce que c'est pour garder, entre guillemets, la poker face? Est-ce que c'est pour satisfaire mon enfant intérieur? Est-ce que c'est pour prendre le contre-pied de mon éducation? Ou tout simplement, est-ce que vous vous rendez compte que le parent que vous rêviez d'être et celui que vous êtes aujourd'hui ne vous correspond pas ou ne vous correspond plus? Est-ce que le challenge est peut-être trop élevé et que finalement il n'est pas atteignable? Alors l'idée, c'est de relativiser. Parce que ce qui peut arriver, en fait, c'est de devoir surmonter un conflit de valeurs. On grandit avec certaines idées et il faut se laisser le temps d'accueillir l'information, de faire évoluer son point de vue. Alors prenez ce temps et surtout, dites-vous, que se passerait-il si je n'y arrivais pas? Et vous verrez que finalement, il n'y a rien de grave. Plus on cultive cet idéal, plus on alimente cette souffrance. Alors surtout, prenez ce temps, rien que pour vous. Je refais une connexion avec la thématique mère parfaitement imparfaite, car c'est peut-être pas si évident de le relier à cette démarche de travail sur soi. Le fil conducteur est toujours le même, vous alléger, dompter votre corps et votre esprit. À partir du moment où vous serez bien enraciné, aligné avec vos choix, vous ne culpabiliserez plus, ou peu, ou peut-être juste simplement dans certains domaines, et puis c'est ok aussi de vivre cela.
Moi, j'aime bien l'image de l'escalier pour exprimer cette intention. On a un bel escalier majestueux, ancien, avec des recoins sombres et puis aussi quelques zones plus lumineuses, histoire d'entrevoir quelques pistes de réflexion. Pour ceux et celles qui connaissent le management, on parle de principe d'amélioration continue. C'est une façon de penser dans laquelle une série de petits changements se traduit par des améliorations progressives dans les processus de production. Et c'est aussi un raisonnement qui est largement applicable au quotidien, que ce soit dans le cadre d'une démarche de développement durable, de recherche de solutions dans le travail, en famille, d'expérimentation, de se lancer des défis. D'ailleurs, on peut voir que l'escalier laisse aussi une autre porte de sortie. Alors soyons doux avec nous-mêmes. À ce titre, j'aimerais vous lire un extrait du 4e accord. Vous trouverez facilement le livre de Don Miguel Ruiz. Il ne reste plus qu'un seul accord, mais c'est celui qui transforme progressivement les 3 autres en habitudes solidement ancrées en nous. Le 4e accord concerne l'application des 3 premiers. Faites toujours de votre mieux, quelles que soient les circonstances. Faites toujours de votre mieux, ni plus, ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais pareil. Même d'une fois à l'autre, selon votre humeur, votre mieux peut changer d'un instant à l'autre, d'une heure à la suivante, d'un jour au lendemain. Tout est vivant, tout change constamment. Par conséquent, votre mieux sera parfois à un haut niveau et d'autres fois à un moins bon niveau. Les matins où vous vous réveillerez frais et débordant d'énergie, votre mieux sera meilleur que lorsque vous serez en moins bonne santé. Votre mieux variera selon que vous êtes en pleine forme et heureux, ou irrité, en colère ou encore jaloux. Il évoluera aussi au fil du temps. Lorsque vous prendrez l'habitude de mettre en pratique ces nouveaux accords, votre mieux deviendra encore meilleur qu'il ne l'était. Alors si vous voulez continuer à développer votre plein potentiel, suivez-moi. Pourquoi je m'obstine parfois ou souvent à faire telle ou telle activité avec mes enfants, à m'imposer telle tâche ménagère clairement pas urgente ou essentielle au regard d'autres membres de la famille, vous voyez de quoi je parle, ou de qui je parle, ou alors organiser pour la énième fois un anniversaire à la maison avec toute la charge explosive que cela comporte. Alors, si vous vous reconnaissez, petit topo sur les croyances construites par notre éducation, par nos expériences et par nos rencontres. En gros, il y a 2 types de croyances. Il y a les croyances aidantes, qui sont plutôt des ressources positives, et il y a les croyances limitantes, qui sont plutôt des sources d'inconfort. Alors notre cerveau, lui, il fonctionne un petit peu comme un disque dur. Il dispose d'un certain formatage et d'une programmation mentale au sein duquel se trouvent les fameuses croyances limitantes. C'est celles qui nous ralentissent dans notre vie. Alors, on ne peut pas faire le total reset, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer ces croyances en des ressources stimulantes. C'est vraiment important, je trouve, pour l'enfant aussi, de comprendre ces données-là. C'est pour ça que je vous ai mis le petit schéma. Il y a un professeur de psychiatrie, Daniel Siegel, qui a parlé dans un de ses bouquins sur le cerveau, qu'en grandissant, le cerveau de l'enfant se construit en miroir de celui des parents. D'où l'importance de travailler sur ces croyances parentales qui vont générer forcément tel ou tel comportement. Et vous verrez sur le schéma, c'est intéressant, ça montre qu'il est important de prendre conscience de ces automatismes. À mon sens, l'accompagnement, c'est aussi de permettre ça aux parents, la prise de conscience de leur potentiel et surtout qu'ils s'autorisent à faire de leur mieux. Parce qu'au final, qu'est-ce que je véhicule à mon enfant quand je veux que tout soit parfait? Quel message inconscient je lui transmets? C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Alors, je peux prendre un exemple personnel. Moi, j'étais une petite fille qui rangeait parfaitement sa chambre, qui classait, limite maniaque.
Et j'étais persuadée que tous les enfants étaient pareils. Donc, je proposais à mes enfants, même très petits, de ranger dans des boîtes avec des étiquettes, etc. Et je leur collais une pression pas possible. Et finalement, ça n'avait plus du tout le résultat escompté, puisque déjà, c'était pas possible pour eux de ranger pour des enfants de moins de 8 ans avec un classement aussi exigeant et fastidieux. Mais surtout, ils voulaient plus jouer, ils avaient peur de déranger. Je pense que devant l'ampleur de la tâche, ils changeaient d'activité et ça venait pour moi résonner. Déjà, ça me mettait assez souvent en colère et puis je voulais leur inculquer le rangement et développer leur imagination et ça faisait l'inverse. Donc, j'ai renoncé à mes exigences de rangement et maintenant, voilà, je ferme les yeux sur certaines choses, je leur donne des petites règles de base, mais j'ai laissé tomber. Et il y a beaucoup plus de sérénité. Voilà, c'est un petit exemple personnel, mais c'est pour dire aussi qu'on a tous des besoins contradictoires qui vont cohabiter en nous. Et l'idée, c'est un, de les identifier, deux, de les accepter et puis aussi s'en libérer pour ne plus entretenir les peurs et les croyances. Et finalement, je dirais que c'est offrir à nos enfants le meilleur de nous-mêmes avec nos imperfections. Dernier petit point de vigilance sur cette partie croyance avec un exemple. Si on reprend le schéma, on part d'une croyance comme quoi tous les enfants qui regardent la télé ne lisent plus de livres. Mon comportement, j'interdis la télé. Le résultat, déjà, moi, je me prive de quelques moments de silence, de détente, de bien-être. Je les éloigne d'un outil qui peut être instructif, d'une norme sociale aussi probablement. Et surtout, je viens renforcer ma croyance. Et c'est pas l'idée, puisque à terme, on peut faire augmenter le taux de cortisol avec un tel comportement, donc de stress auprès de son enfant. Et puis surtout, l'accumulation, ça laisse place à la colère, à l'agacement, à des émotions sur lesquelles, justement, on souhaite lâcher prise. Alors, nous, on veut un cercle vertueux, alors s'il vous plaît, sortez du cadre. Petit bonus pour avancer dans votre introspection, se questionner sur sa propre enfance, sur son modèle éducatif. Effectivement, notre enfance a une incidence sur l'adulte qu'on est aujourd'hui. On a vu que nos comportements sont induits par la société, ils sont empreints de notre histoire. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on se construit forcément en opposition ou peut-être par mimétisme ou comme le modèle parental. Moi, je crois qu'on se construit surtout avec son héritage, avec ce qu'on est, ce qu'on devient, nos expériences. Et c'est important aussi de se souvenir du positif comme du négatif de nos expériences d'enfant. Parce que inconsciemment, tous les mots qui ont été dits ou le comportement de nos parents nous a conditionnés. Vous noterez la petite subtilité du langage des oiseaux, les mots dits et les mots dits en un seul mot. L'idée, c'est d'en faire une force, de prendre conscience de ces fonctionnements toxiques et de s'en libérer, se poser toujours la question de comment on peut voir les choses sous un autre angle. Les fameuses petites voix. Non, ce ne sont pas les petites voix qu'on a dans notre tête, ce sont les drivers, ces fameux mécanismes un peu pernicieux issus de l'enfance. Alors peut-être que le système des étiquettes est plus connu pour vous. C'est des qualificatifs qui sont attribués par des adultes. Ça peut être les parents, les grands-parents, les copains, les professeurs. Souvent, c'est sans méchanceté à la base, parfois même avec un peu d'humour, mais tout ça, ça vient infuser en vous depuis l'enfance. Je vais prendre un exemple personnel. Depuis toute petite, je suis très solitaire. J'aime pas aller aux anniversaires, j'aime pas les fêtes foraines, j'aime être toute seule dans la cour de l'école pour jouer avec mon élastique. Bref, j'aime être peinard. Donc j'ai été qualifiée de enfant sauvage, au sens ermite du terme. Finalement,
En grandissant, je me suis construite avec cette étiquette. Alors probablement que le fond est vrai, mais pour faire le lien avec les drivers, j'ai développé aussi un soi fort, un soi parfait, pour qu'on puisse rien me reprocher. Ce qui me fait penser que c'est peut-être ça l'obsession aussi des étiquettes sur les boîtes. Et justement, une étiquette, c'est à la fois systématiser un comportement, mais c'est aussi l'induire insidieusement auprès de son enfant. Alors il n'y a rien de grave, tout est question de nuance et d'équilibre. Si on prend un autre exemple, dans nos sociétés trop pressées, à force de répétition de situations comme dépêche-toi de t'habiller, dépêche-toi, tu vas rater le car, dépêchons-nous, on est en retard pour la réunion, avec de surcroît un parent dont la ponctualité est super importante, tout ça, ça va générer un stress. Alors l'idée, pour vous, c'est d'identifier ces petites voix, ces étiquettes qu'on a peut-être déjà induites ou que vous avez peut-être aussi déjà induites chez votre enfant. Challengez-vous, notez vos objectifs. Par exemple, le mien, c'est d'arrêter de dire à mon fils qu'il est tout le temps ronchonchon le matin, que quand il perd au jeu, il est aussi ronchon, que quand il cherche son short de foot, qui n'est pas lavé, il est aussi ronchon. Quand il a oublié son cahier de poésie, idem. Et j'essaye de changer mon regard sur lui. J'essaye de prendre du recul et de me dire aussi que c'est pas très important. Et c'est important aussi pour votre conjoint, c'est important pour vos amis de voir que vous pouvez vous autoriser à adopter un autre comportement. Alors surtout, n'hésitez pas, faites le test. Je l'ai sous format PDF. Si vous le voulez, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. On dit souvent que le cheminement personnel, c'est comme un oignon. L'apprentissage se fait à plusieurs niveaux et il se fait par couches. Alors parfois, on pense que la guérison, elle est en surface. Mais finalement, le plus souvent, il faut plonger. Plonger pour chercher l'essence même, le déshabiller couche par couche avec douceur. Et je vous ai mis le processus de changement. Ça, c'est vraiment pour vous encourager. Parce que par expérience, je trouve que souvent on se dit oh, je stagne, oh, même je fais des marches arrière. Et ça peut être décourageant. Mais finalement, continuez à y croire. Croyez-y vraiment très fort parce que quand vous allez monter des marches, vous allez vous sentir plus forte, vous allez vous sentir fière de vous et vous allez y arriver et vous serez des super mamans fières d'être parfaitement imparfaites. Maintenant que vous avez compris comment fonctionnent vos automatismes, comment votre éducation, vos expériences vous ont façonné puis influencé, vous pouvez commencer à développer votre savoir-être parental. La deuxième partie, elle est plutôt axée sur la communication en famille. Elle va intégrer la notion de limite, de besoin, avec entre autres comment poser un cadre, comment respecter ses besoins, ceux de son enfant, partager des moments de qualité. Ça va vous permettre de moins culpabiliser, de profiter de vos moments à vous et vous ne vous sentirez plus imparfaite parce que vous lui aurez fait de la place. Parce qu'être imparfaite, comme on a pu le voir, c'est bien, mais surtout quand on l'assume. Alors l'idée, pour mieux communiquer, c'est de remettre en question ses habitudes de communication quotidiennes. On n'a pas toujours conscience du poids de nos mots, de leur violence. Alors quelques techniques peuvent vous aider à vous reconnecter d'abord à vos besoins, puis ensuite à les exprimer positivement. Moi j'aime assez l'humour de la méthode CNV qui utilise les animaux totems, la girafe comme symbole de la communication non violente et le chacal représentant les jeux de pouvoir. Comme on peut le voir sur le dessin et qu'on le devine, la danse de ces deux animaux que tout oppose nous laisse entendre que mieux communiquer passe forcément par une remise en question de nos habitudes, par une meilleure compréhension de l'autre. Alors pour être très franche, moi je trouve que la CNV, la communication non violente, c'est pas inné, c'est un entraînement, c'est une gymnastique. Je vais vous donner un exemple en respectant le petit bonhomme OSBD. Quand tu cries si fort, voilà ce que ça fait dans mon cœur.
il sursaute, il s'emballe, parce que j'ai besoin de calme. Et pour toi, c'est comment quand je te dis ça? Alors ça, c'est un exemple avec votre enfant, mais vous pouvez le transposer à plein de domaines. Moi, je vous encourage à découvrir la méthode et cette approche ludique qui est très adaptée aux enfants et même aux ados. Ils ont créé des jeux de cartes, c'est vraiment sympa. Allez voir pour approfondir. Personnellement, j'ai trouvé que cette méthode était très efficace et très utile dans le travail, notamment pour répondre à des mails. Vous savez, les fameux mails un peu vifs qu'on reçoit et auxquels on a envie de répondre comme ça à chaud. Très mauvaise idée. Et avec cette méthode, je trouve que ça fonctionne plutôt très bien. Je vous laisse découvrir la deuxième technique. Alors la deuxième méthode, c'est une pédagogie de communication qui a été créée par Jacques Salomé, qui est psychosociologue. Il a d'abord identifié un système qui évoque 5 sortes de phénomènes qu'il a appelés SAP. Il y a les injonctions, vous savez, la relation klaxon, tu, il faut que, etc. Il y a les menaces, si tu touches à ça, la dame va te gronder. La dévalorisation, regarde le cahier de ton frère, aucune rature. La culpabilisation aussi. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas partir faire tes études à l'étranger, tu es ingrat. Et ensuite le chantage. Partant de ce postulat-là, Jacques Salomé explique que ce mode de communication ambiant est celui qui est véhiculé par la famille, par l'école, mais par la société tout entière. C'est un système qui a des effets néfastes sur nos relations. Donc il a créé la méthode ESPER, qui est une méthode pour communiquer différemment. C'est une approche qui utilise pas mal d'objets, des concepts, des règles relationnelles et qui est assez différente. Je vous propose d'ailleurs un petit exercice. Alors, c'est un exercice pour sortir du non-dit, pour construire des relations sur des bases saines. Et l'idée, c'est aussi de conscientiser si on est plutôt comblé ou frustré dans une relation. Il part du postulat que nous sommes responsables au moins à 50% de la relation que nous avons avec l'autre. Alors, prenez vos papiers pour construire votre carte d'identité relationnelle. Alors déjà, je vous invite à choisir la relation pour laquelle vous allez établir votre carte d'identité relationnelle. Forcément, on ne s'attend pas à la même chose quand on choisit son employeur ou son conjoint. La première partie, c'est travailler sur vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Si c'est le travail, peut-être que vous attendez un meilleur salaire, de la reconnaissance sous une forme de remerciement ou de gratification. Si c'est dans le couple, peut-être que vous attendez plus de tendresse, plus d'écoute, peut-être fonder une famille. Ensuite, le deuxième point, c'est vos apports, c'est-à-dire qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous investissez, qu'est-ce que vous donnez dans cette relation. Au travail, peut-être que j'apporte mon diplôme, mon expérience pro, mes relations dans un secteur. Et dans le couple, peut-être que j'apporte mon goût et mon talent pour la cuisine, mon écoute, mes passions, mon dynamisme. Et pour que la carte d'identité joue pleinement son rôle, c'est important de concrétiser et de détailler aussi à chaque fois, de donner des exemples pour que ce soit plus parlant. Et le troisième point, c'est vos zones d'intolérance. Alors, c'est important parce que c'est ce que vous ne pouvez plus supporter ou qui pourrait remettre en cause la relation. Par exemple, du harcèlement ou de la violence. Et ensuite, l'idéal, c'est de mettre en lien les cartes d'identité des deux personnes. C'est un exercice qui est vraiment utile parce que ça permet de s'apercevoir que les apports de l'un comblent les attentes de l'autre, ou au contraire que ce n'est plus le cas. Voilà, donc je vous encourage à faire cet exercice et vous me direz ce que vous en pensez. Ah, le fameux cadre. À quoi sert le cadre? Est-ce que c'est pour les photos? Non, pas seulement. Le cadre, c'est surtout définir des règles en famille, ensemble, avec des limites. Et l'idée de le faire en famille, c'est comme un sport collectif, c'est pour fédérer les troupes.
Alors c'est vrai que depuis le départ, je me rends compte que je vous donne quand même beaucoup d'infos. J'espère que vous saturez pas trop. Mais pour que ce ne soit pas qu'un concept, c'est important que ça devienne concret. Et se poser autour d'un apéro dînatoire, d'une crêpe party, ça peut permettre aussi de faire les choses de manière ludique. Alors si je peux partager mon expérience, avec les enfants, nous, on avait choisi de prendre des chapeaux et chacun dans les chapeaux avait mis des idées. C'est un petit peu quand même avec un système de challenge ou de récompense, c'est pas forcément le terme, mais moi, ce qui me faisait exploser, c'était ma charge mentale quotidienne. J'en pouvais plus d'être la seule à mettre le couvert, préparer à manger, penser aux poubelles et toutes les petites responsabilités, penser aux baskets de sport, la gourde, le goûter, préparer les vêtements pour les enfants. Et finalement, de le poser et de répartir un petit peu les tâches, ça, ça m'a permis, moi aussi, de lâcher prise. Au départ, j'avais mis des petits challenges parce que je me sentais pas encore assez légitime à demander de l'aide. Et puis finalement, petit à petit, c'est venu s'intégrer comme une habitude, comme une routine, grâce à la répétition. Et je me souviens que c'était pas très confortable au départ et j'ai eu un électrochoc le jour où j'ai participé à un atelier Faber et Maslich. Vous regarderez sur internet, il y a plein de thématiques. En fait, l'idée de ces ateliers, c'est des ateliers pour adultes qui souhaitent améliorer les relations avec les enfants en faisant l'expérience d'une manière de communiquer qui est différente de notre manière habituelle et en observant les conséquences. Et on faisait un jeu de rôle parent-enfant sur le partage des tâches et moi, j'avais dit, «Bah, tu viens aider maman?» Et la personne m'avait répondu: «Ah bon, pourquoi? C'est la cuisine de maman? C'est la maison de maman?» En fait, c'était vraiment pour me signifier que c'est pas aider maman, c'est faire ensemble, c'est participer, c'est pour me libérer d'être la référente ménage, la référente taxi, la référente anniversaire, référente courses et tout ce que vous voulez. En fait, si vous avez l'opportunité de participer à ces ateliers, c'est vraiment intéressant parce que le côté jeu de rôle permet de prendre conscience de ces automatismes et de partager aussi avec les autres parents des idées. Donc je trouve que ça peut être une chouette expérience. Alors, à quoi sert le cadre? Son principal bénéfice, c'est la sécurité. En fait, faire le choix d'investir au départ, ça évite de rattraper des situations qui peut-être pourraient devenir potentiellement problématiques. Si on prend l'exemple des écrans, si on cadre pas les jours, la durée, le contenu, ça peut facilement être la pagaille. Pareil pour les horaires de douche, de repas, mais aussi pour les petites sorties de route, les petits plaisirs. On peut se dire, tiens, le samedi, ce sera pizza télé, ou tous les jeudis, ça va être crêpes galettes. Ça permet aussi d'alléger le cadre. Ça permet moins de frustration, surtout pour les petits qui apprennent avec la répétition. Souvenez-vous, le cerveau et sa résistance au changement. Et je trouve aussi que ça permet moins de fatigue, moins d'épuisement, ça limite les conflits, les discussions, les petites rancœurs. Comme le cadre a été fait ensemble et qu'on y a donné du sens, ça aide les enfants à mieux le comprendre. D'ailleurs, petite parenthèse sur l'éducation bien traitante, aujourd'hui on parle pas de punition, on parle plutôt de mettre des sanctions, et d'ailleurs des sanctions qui peuvent être choisies avec l'enfant en fonction de son âge. Mais ce cadre, ça permet aussi de fixer des limites et de ne pas rentrer dans un rapport de force. Alors la question, c'est de se demander, est-ce que vous allez maintenir le cadre? Est-ce qu'il est juste pour vous ou est-ce qu'il est juste pour l'autre? Le cadre est-il toujours juste? Non, ce n'est pas un clin d'œil aux mamans créatives, même si ça pourrait l'être. La question, c'est surtout, est-ce que je maintiens le cadre? Au moment où il l'a créé à un instant T, il était juste pour tout le monde. Est-ce que c'est toujours le cas? Il faut être en capacité d'être souple et de se remettre en question,
Le cadre tient si on est cohérent, si on est souple, si on s'adapte, pour qu'il ait toujours du sens. Alors, prenons l'exemple que votre enfant a 12 ans, il vous demande de prendre le bus et vous persistez à l'emmener chaque matin. À un moment, le cadre, il va bloquer et il faudra peut-être se poser des questions. Voilà. Donc, je vous laisse avec ça et maintenant je poursuis avec un peu de psychologie positive. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber qui explique dans son livre comment développer un optimisme réaliste. Et bien, c'est l'idée aujourd'hui pour vous aider à être un parent heureux. Je vous propose un petit peu de magie pour ressentir à nouveau le plaisir d'être parent. 3 petites fioles. Le plaisir, c'est-à-dire éprouver des sentiments positifs, des ressentis positifs, des émotions agréables. Le sens, trouver que sa vie a un sens, qu'elle correspond à ses valeurs, qu'on se sent utile. Et puis aussi l'engagement, c'est-à-dire mettre à profit nos forces de caractère, nos points forts, nos qualités, et faire ce pourquoi nous sommes faits. Ces 3 piliers, s'il y en a un qui fait défaut, ça crée un déséquilibre et ça nous rend incomplets, donc potentiellement aussi insatisfaits. Alors la première idée, c'est de conscientiser ces moments de plaisir pour s'en nourrir. Identifier tous ces moments agréables que vous vivez en tant que parent, même les plus simples, des câlins, des lectures, une gaufre devant la télé. En coaching, on appelle ça des prescriptions de tâches, alors c'est un petit peu formel, mais c'est pour noter et encourager cette conscientisation. Et vous allez voir, si vous le faites tous les jours, euh, au moins 3 choses positives que vous pouvez chercher avec vos enfants, vous allez y retrouver un nouveau dynamisme. Et ensuite, vous pouvez identifier comment déclencher des moments de plaisir. Parce que oui, c'est clair, en tant que parent, vous pouvez aussi, à un moment, ne pas ressentir de plaisir à faire des choses avec vos enfants, pour plein de raisons. Et c'est ok, et c'est parfaitement légitime. On n'aime pas tous faire de la poterie, jouer aux jeux vidéo, faire des gâteaux, ou alors servir de porte-manteau pendant 2 heures pendant qu'ils sont au skatepark. Mais ça, il faut juste l'accepter pour éviter de créer des relations conflictuelles, des tensions, des disputes et de venir alimenter votre fatigue. Alors le message le meilleur pour vous et le plus important, c'est faites ce que vous aimez. Notez les choses que vous aimez faire avec vos enfants et vous ressentez du plaisir à être parent. C'est vraiment un exercice qui est centré sur vous et sur votre plaisir personnel et pas sur celui de vos enfants. Et troisième point, diffusez votre plaisir. Dites à vos enfants ce que vous ressentez, ce que vous aimez faire avec eux. Par exemple, moi j'adore faire des cookies ensemble. J'aime bien les voir manger toutes les petites pépites de chocolat. J'aime bien faire du shopping avec ma fille. J'aime bien les regarder faire du roller. Je crois que c'est important aussi de continuer à les noter. En fait, l'idée de noter les fameux 3 bons moments dans la journée, un peu comme les 3 kiffs par jour, c'est que une bonne habitude, elle commence à s'installer au bout de 21 jours. Ça vient renforcer l'émotion positive en la disant. Vous allez la partager avec vos enfants et ils seront vraiment heureux de l'entendre. C'est intéressant de travailler sur la reconnaissance de ses besoins à l'aide de la psychologie positive. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre qui s'intitule As-tu rempli un seau aujourd'hui? Et un comportement problématique, c'est souvent le symptôme extérieur d'un besoin intérieur. En fait, le livre explique que chaque bébé va naître avec un seau qui est invisible. Le seau, il représente la santé mentale et la santé émotionnelle de l'enfant. Il porte les bonnes pensées, les bons sentiments vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Mais pour nourrir notre enfant avec tout ça, en fait, pour remplir le seau quand notre enfant est triste, il faut que nous, on puisse avoir les ressources nécessaires. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut remplir pour soi et pour lui. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi en tant que parent? C'est quoi? La quantité ou la qualité? Alors reprenez vos notes de tout ce qui vous a manqué en tant qu'enfant, faites un petit pêle-mêle et puis mettez-y un soupçon de magie. Alors pour finir,
J'aimerais encourager tous les parents, les papas, les mamans, parfaits, imparfaits, ceux qui font aussi office de référent parental. Vous êtes à votre place. Votre enfant, il vous a choisi. Alors soyez vous-même. Profitez de l'instant présent. Utilisez au maximum tout votre potentiel. Faites-vous confiance. Faites-vous aider si vous en avez besoin. Acceptez les difficultés, soit comme un jeu, soit comme une source d'apprentissage. Surtout, le plus important, c'est l'intention qui compte. Et pour vos enfants, vous êtes parfait. Alors, je voulais partager cette citation que m'a donnée ma sage-femme à un moment où j'étais plutôt mal après la naissance de ma fille. Alors, je la partage comme un mantra. Je fais du mieux que je peux avec les cartes de l'instant et le reste appartient à la vie. J'espère que ça pourra aussi vous aider à vous déculpabiliser et à vous rendre plus serein à des moments où vous en auriez besoin. Grande passionnée des livres, je vous partage un petit peu de lecture si ça peut vous intéresser. Alors les cahiers Solar Édition, il y en a des dizaines et des dizaines sur toutes les thématiques que vous souhaitez. Et sur les mamans, il y en a un paquet. C'est des exercices pratiques. Ça peut être physique ou mental. Vous faites votre petit cahier, vous revenez 15 jours après. Ça vous inspire ou pas. En tout cas, vous trouverez forcément votre bonheur. Après, la collection Petit décodeur illustré, je trouve que c'est assez concret, un peu en mode BD. Du coup, ça répond à des questionnements que vous pourriez avoir et vous voyez, ça balaye les parents, l'enfant et l'ado en crise. Donc, les problématiques sont tout à fait ciblées et très intéressantes. Après Maman sereine, j'aime bien l'approche de ce bouquin. Elle est assez complète, elle est bien écrite et vous avez aussi plein de thématiques chez First Edition qui balayent toute la parentalité. Et puis pour finir, une petite revue que moi j'adore qui s'appelle Happiness et qui est plutôt pour les mamans qui ont envie ou les papas qui ont envie de prendre soin d'eux et de se reconnecter à leur image, leur spiritualité, la détente, le bien-être. Je vous laisse découvrir. Alors pour les enfants, je vous ai fait ma sélection préférée. Déjà, les contes pour s'aimer de Jacques Salomé. Alors il y a plusieurs versions, il y a les contes à guérir, les contes à grandir. Ils sont basés sur du contenu métaphorique. C'est des contes qui ont le pouvoir de parler à l'inconscient, qui délivrent un message pour celui qui l'écoute. C'est des contes qui sont apaisants, presque guérisseurs. Ils développent l'imagination. Moi, je suis vraiment fan jusqu'à 6-8 ans. Je trouve que c'est vraiment chouette. Ensuite, j'aime beaucoup la collection La communication pacifiste expliquée aux enfants, donc basée sur la communication non violente. En fait, avec les animaux, il utilise des situations du quotidien qui sont vécues par les enfants et c'est un livre qui est très interactif. Il est un peu dans la discussion. Elle offre aux enfants des solutions ou un autre regard pour envisager les situations du quotidien un petit peu conflictuelles différemment. Et ensuite, il y a la collection des albums de Sam et Watson. Alors, c'est pas très connu, mais moi, je suis ultra fan. C'est des albums sur les questions, les grandes questions de la vie, avec deux compères qui sont très drôles, un petit garçon et son chat, donc Sam et Watson, et qui délivrent des messages toujours optimistes, des messages sereins. Il y a des thématiques comme la confiance, comme l'amour, comme les 4 saisons. Il y a même un album avec un CD et de la sophrologie. Vraiment, c'est top et jusqu'à, je sais pas, au moins 12 ans, en tout cas, les miens, ils sont fans. Et j'ai mis un petit jeu de cartes parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Les enfants, ils aiment bien tirer des cartes comme ça. Alors là, il y a une dimension peut-être un petit peu spirituelle sur les animaux. Mais en gros, l'idée, c'est de décrypter les énergies de votre enfant en fonction de l'animal qu'il va choisir. Et comme chaque animal est symbolique, ben, ça a un côté ludique, assez interactif. Et puis, et souvent, bah, ils prennent ce qui leur correspond. Mais je trouve que c'est une bonne alternative au bouquin aussi au quotidien.